Bonjour et bienvenue au livre audio de Entre Chiens Loups de Mallory Blackman, lu par moi, Hugo le Magnifique. Dernière partie du livre audio, on a 3 chapitres. Le premier étant l'aveu Callum. Les journalistes entouraient Kamal Adley, les flashs crépitaient. On aurait dit un feu d'artifice. Il a levé les mains et le silence est fait. Le feu d'artifice a commencé. Je vais faire un bref compte-rendu, pas de détails. Kamal Adley a passé sa pompe sur ses joues avant de poursuivre. Ma fille a été trouvée inconsciente ce matin. Le médecin présente son état comme critique mais stable. La police est prête à l'interroger dès qu'elle sera réveillée. Nous avons capturé les ravisseurs grâce à des informations. Un d'entre eux a ouvert le feu sur la police et les ont abattus. Aucune rançon n'a été versée. C'est tout ça que je peux dire pour le moment. Combien y avait-il de ravisseurs? Où était séquestrée votre fille? Est-elle gravement blessée? Kamal Adley n'a pas ajouté un mot. Les caméras l'ont filmé en train de rentrer dans l'hôpital. Je dois couper le son de la télé. Je me suis renversé sur le dossier de ma chaise, épuisé. Nous avions trouvé une nouvelle planque à des centaines de kilomètres de l'endroit où nous avions séquestré Sophie, dans un vieil hôtel miteux avec des lits jumeaux pour Jude et Morgan et un sac de couchage pour moi. Les murs n'avaient pas dû être repeints depuis 3 générations et les vitres étaient graisseuses. Il y avait un tapis élimé et dévalé au sol. De toute façon, j'avais autre chose à faire que me préoccuper de la déco. Jude et Morgan étaient prêts à me faire subir un jugement en règle. J'ai décidé de leur révéler ce que j'avais appris sur Dorn. Qui t'a dit ça? Sophie, elle mentait. Non, comment peux-tu en être aussi sûr? Parce que je la connais. Si elle affirme que Dorn travaille pour son père, je la crois. Et puis, elle m'a donné cette information spontanément. Elle veut que nous me fions les uns des autres, a jeté Morgan avec mépris. Andrew Dorn n'est pas un traître, c'est le second général. Alors, explique-moi comment la police savait exactement où chacun d'entre vous était placé. Seules 5 personnes étaient en possession de ces informations. 6 avec Andrew. L'une est morte, l'autre est arrêtée, et les 3 autres, nous, sont obligés de se terrer comme des rats. Julie et Morgan ont échangé un regard. Au moins, je les avais fait réfléchir. Vous m'aviez dit que vous aviez changé tous les deux vos plans au dernier moment, ai-je poursuivi. Et c'est à ça que vous devez d'être encore en vie. Dorn nous a trahis. Sophie avait raison. Mais pourquoi Morgan n'arrivait pas à comprendre. Je me suis rappelé autre chose. Elle ne cessait de me répéter que Sophie devait être éliminée. Elle m'avait ordonné de la tuer si les policiers faisaient interruption dans la planque. Si je lui avais obéi, je n'aurais eu aucune chance d'en sortir vivant. Jude et Morgan sont restés silencieux. Il m'avait fallu du temps pour les ébranler, mais finalement la mort de Pete et l'arrestation de Leila avaient joué en ma faveur. La police connaissait forcément nos plans. L'opération aurait réussi sinon, et seul Andrew aurait pu leur fournir ces informations. Je l'attraperais, j'y passé le reste de ma vie, à siffler Morgan entre les dents. Et quand je le tirerai, mes mains et sa gorge auront des trucs à se raconter. Nous avons évalué les différents moyens qui se présentaient à nous pour empêcher Andrew de nuire à nouveau la milice de libération. Le problème était notre manque de preuves. Ce n'était pas possible d'accuser comme ça le bras droit du général. Du moins pas si on avait envie de rester en vie. De toute façon, a dit Jude en me regardant, on a un autre problème à régler, plus urgent. On ne pourra jamais rester quelque part suffisamment longtemps pour réfléchir. Elles n'arrêteront pas de nous chercher après ce que tu as fait, a ajouté Morgan. Je ne l'ai pas violé, ai-je marmonné. C'est toi qui le dis, a ricané Morgan. Mais la prochaine fois, garde ton pantalon ou ne laisse pas de témoin. Je ne l'ai pas violé, ai-je répété en m'adressant à Jude. Mais il me croyait pas. Tu n'aurais pas dû, il s'est contenté de lâcher. J'ai fermé les yeux, parlé à ces deux-là équivalait à se taper la tête contre un mur de briquet. Et le pire, c'était que Jude avait raison, il m'aurait perdu. Morgan, je crois que nous devions nous séparer pour un temps, a suggéré Jude. Si nous restons ensemble, la police ne mettra pas longtemps à nous retrouver. Essayons de nous planquer chacun de notre côté pendant, disons, 6 mois. Bonne idée, a accusé Morgan. On se retrouvera le jour d'anniversaire des Callum. Aucun d'entre vous ne fait allusion à Andrew Dorn entre-temps, a continué Jude. C'est l'après que nous le soupçonnons. Il risque de dénoncer d'autres sections avant que nous ayons pu prouver que ce soit. On ne peut pas laisser trahir la milice sans rien faire, a protesté Morgan.
Aucun d'entre nous ne connaît le général, a répliqué Jude. Si nous essayons de lui faire passer un message, il passerait d'abord entre les mains du Dorn. On n'a pas d'autre choix que de gagner du temps. En attendant, d'autres membres de la milice vont être envoyés en prison au pendu, a dit Morgan. Oui, nous n'avons pas le choix, a tranché Jude. Nous devons perdre cette bataille pour gagner la guerre. C'est naze. Cette idée n'emballe pas plus que toi, a grondé Jude. Mais c'est comme ça. Est-ce que tu peux aller nous chercher un truc à bouffer? Quoi? N'importe. Ce que tu veux, c'est impatienté Jude. Un hamburger ou un kebab. Morgan haussait les épaules et sortit. Tu sais que nous aurons de la chance si nous arrivons à échapper à la police pendant plus d'un mois, demandait Jude d'une voix calme. Nous sommes recherchés par la police et sans doute par la milice. Andrew a dû ordonner notre élimination. Je n'avais pas besoin de lui pour m'expliquer ce que j'avais déjà compris. Jude s'est frotté les yeux. Est-ce que tu veux que je te raconte un truc marrant, petit frère? Je n'avais aucune envie de rire. Tu te souviens quand maman a dû aller à l'hôpital après s'être foulé le doigt en donnant une gifle à papa? J'accusais. Tu te rappelles qu'à un moment, elle t'a demandé de t'éloigner parce qu'elle voulait me parler? Oui. Regarde-la. Il m'a montré une photo de sa fille, tout sourire, qui venait d'apparaître à la télé. Et j'ai détourné les yeux. J'étais incapable de soutenir la vision de ce visage plus d'une demi-seconde. Hey, sa putain de famille a gâché nos vies. C'est comme s'ils avaient pris ça comme un job. Ils se sont toujours crus meilleurs que nous. Où veux-tu en venir? Le grand-père de maman, notre arrière-grand-père, est un primat. C'est ça que ma mère m'a révélé ce jour-là à l'hôpital. Que nous avions dit ça primat dans les veines. C'est pas vrai? Ai-je bafouillé? Et si, maman ne m'a pas dit parce que j'avais décidé de faire partie de la milice de libération. Elle disait qu'une partie de moi était primat et que je tuerais des gens de ma propre race. Pauvre maman, ça a joué contre elle finalement. Je ne savais pas. Jude a haussé les épaules. Et comment l'aurais-tu su? On va se séparer, je ne sais pas si nous nous reverrons, mais j'ai un conseil à te donner. Callum, ne t'approche pas de Sophie Adley. Oui, évidemment. Ne t'approche pas d'elle, Callum, m'a interrompu Jude. Elle causera ta mort. Sophie. Une fois de plus, j'étais penché sur la cuvette des toilettes et je vomissais ma bile. Il était 7 heures du matin et je tenais à me réveiller. Mon estomac était complètement vide. Mon nez et ma gorge me brûlaient. Ma bouche se remplissait d'une acidité écœurante. Ça avait commencé au début de la semaine. Après m'être levé lentement, je me suis lavé les dents et je me suis rincé les bouches pendant au moins 2 minutes. Mais je me sentais toujours barbouillé. J'ai descendu les marches, comme si tout ce qui m'était arrivé ces dernières semaines n'était pas suffisant. J'avais attrapé un coup de froid. Ces dernières semaines, 5 exactement. Après que j'ai repris conscience, j'ai eu l'impression que tous les médecins du pays s'étaient associés pour m'en faire passer test après test, à croire qu'ils me prenaient pour un rat de laboratoire. Et la police m'avait posé 3000 questions, des questions parfois gênantes, spécialement sur ce que mes ravisseurs m'avaient fait. Quoi qu'il se passe, vous ne devez pas vous sentir coupable. Vous étiez impuissante, vous ne pouviez vous défendre. Vous pouvez tout nous raconter. Nous comprendrons, me répétait sans cesse la femme policier. Elle s'était montrée patiente, compréhensive, gentille. Et moi, j'avais envie de la gifler. Elle m'interrogeait devant un grand miroir vers lequel elle ne cessait de jeter des coups d'œil quand je refusais de répondre à ses questions. Me croyait-elle assez stupide pour ne pas reconnaître un miroir sans teint? Je n'avais rien à dire, rien à révéler sur mon enlèvement. Je ne voulais même plus y repenser. Ça me faisait mal à la tête, ça me donnait envie de pleurer. Pour l'enlèvement, c'était penser à Callum qui me faisait cet effet. Et je n'arrêtais pas d'y penser. Il était toujours dans un coin dans ma tête. Et ça me rendait folle. Je suis entré dans la cuisine, je me suis préparé des tartines grillées, une tasse de thé à la mûre. Je me sentais moins mal, un peu moins mal. « Ah, tu es là? » a lancé Mignon en entrant. Elle s'est assise en face de moi. « Ça va? » « Oui, enfin, j'ai attrapé un coup de froid. Ça fait plusieurs matins que tu es malade, n'est-ce pas? Comment tu le sais? » J'ai entendu des râles résonner sur la porcelaine des toilettes. J'ai haussé un sourcil, j'ai continué à manger mon toast. Je n'étais pas d'humeur après les prétendues blagues de ma sœur. « Qu'est-ce que tu as décidé à raconter ce que t'es passé devant ta séquestration? » Séquestration, a-t-elle soudain lâché. « Jamais. » Prochaine page. Let's go. Tu ne devrais pas garder tout ça pour toi? Lâche-moi, Minnie. Mon enlèvement n'aura aucune répercussion sur ta vie, alors fiche-moi la paix. Arrête, je me suis inquiète pour toi. Mais oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Insistait Minnie d'une voix douce. J'ai été enlevée, je me suis échappée, c'est tout.
J'ai volé ma dernière bouchée de toast et je le fais descendre avec une gorgée de thé tiède. Sophie, est-ce que tu es enceinte? De quoi tu parles? Bien sûr que non, je me suis tue. Tu pourrais être enceinte, n'est-ce pas? A répété Minnie. De qui, un de tes ravisseurs? Non, c'est impossible, je ne peux pas être enceinte, ai-je murmuré. C'était qui, Sophie? Tu peux le confier à moi, je ne le répéterai à personne, je te le promets. Je me suis levé d'un bond et je suis sorti de la cuisine comme une flèche, espérant laisser les mots de ma sœur loin derrière moi. Allons, Sophie, courage, ton test de grossesse ne marchera pas si tu es contente de le garder dans ta main. Décide-toi. Le résultat ne mettrait pas plus d'une minute à s'afficher. Si c'est blanc, tu n'es pas enceinte et tu peux garder ton secret. Et si c'est bleu, bon sang, arrête tes fesses, tout vaut mieux que cette attente. J'ai relu la notice d'utilisation. Tout semblait assez simple. J'ai un indicateur inclus, ajouter juste l'urine. Il n'y avait plus que ça. J'ai pris une grande inspiration, j'ai fait comme ça t'expliquer. C'était idiot de toute façon. Je savais que ce n'était pas enceinte. Non, c'est impossible, pas maintenant, pas comme ça. J'ai posé la tête sur le dessus des toilettes, je me suis lavé les mains. Il ne restait plus qu'à attendre. Une petite minute, la plus longue minute de ma vie. Je me suis assise, le couvercle des toilettes. Je ne pouvais pas voir le test, mais j'ai quand même formé les yeux, j'ai compté jusqu'à 60. Je me suis arrêté à 59, incapable de penser le dernier nombre, et encore moins de le prononcer. Je ne suis pas enceinte. Mes vomissements sont sans aucun doute dus au choc de tout ça qui m'est arrivé ces dernières semaines. C'est tout. Raide comme la justice, je me suis retourné, les yeux toujours fermés. Je n'ai pas eu besoin de le prendre dans mes mains. D'où j'étais, je voyais très bien la couleur. Qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Quel homme. Je ne peux plus me raccrocher à rien, même plus à la ministre de la Libération. Je ne dois plus revoir Morgane ni mon frère avant encore 3 bons mois. Il me manque. Quand on travaille avec des gens pendant si longtemps qu'on a l'habitude de leur confier sa vie et d'avoir la leur entre les mains, ils deviennent presque une famille, mais plus même qu'une famille. J'avais pensé retourner voir maman. J'étais même allé jusqu'à la maison de ma tante. J'avais tant de questions à lui poser. Et puis, j'avais changé d'avis. Il valait mieux que certaines choses ne soient jamais dites. Et me voir risquait de peiner maman encore plus que de ne pas me voir. Surtout que ce serait que pour quelques heures. Parfois, le soir, quand je suis seul dans une chambre ou quand je dors dans la rue, je regarde la lune ou les étoiles et je me dis qu'elle me regarde aussi. Pourquoi a-t-elle pleuré? Je ne le saurais donc doute jamais. Je la reverrai sans doute jamais. J'ai commencé à me faire cette idée. Je suis mort. Je suis mort il y a longtemps. Je me suis réveillé en enfer. Quand je pense que je devrais être mort avant d'entrer à Heathcroft, je le sais que j'ai raison. Sophie. Quelqu'un frappait à ma porte. Je me suis rapidement essuyé les yeux. Je me suis installé devant ma coiffeuse. J'ai pris ce qui me tombait sur la main. Un peigne et j'ai fait semblant de me coiffer. Entrez. Minnie est entrée à refermer la porte derrière elle. Je la regardais dans le miroir. Elle m'observait étrangement depuis quelques jours. Ou depuis quelques semaines, peut-être. Sophie, tu vas bien? J'ai froncé les sourcils. C'est pour me demander ça que tu viens de me voir? Oui. Je vais très bien. Arrête de me poser cette question toutes les 2 minutes. Je m'inquiète pour toi. Tu perds ton temps. Je te l'ai déjà dit. Je vais parfaitement bien. C'est la grande forme. Je ne suis jamais mieux senti de ma vie. Alors, va-t'en. Minnie a secoué la tête. Alors, pourquoi tu n'es pas retourné en classe? Parce que je n'ai pas envie que tout le monde me montre du doigt et prenne un air désolé en me parlant. Et pourquoi est-ce que j'ai toujours l'impression que je viens de pleurer ou tu as éclaté en sanglots? C'est toi qui as trop d'imagination. Et pourquoi tu ne prends plus que des grands pulls et des pantalons super larges? J'ai commencé à perdre patience. Minerva, depuis quand est-ce que tu t'intéresses à la façon que je m'habille? Tu es enceinte, j'en suis sûr. Tes grands pulls te servent à dissimuler ton ventre qui s'arrondit. Pas du tout, je porte des grands pulls parce que, comme une idiote, j'ai éclaté en sanglots. Minnie s'est agenouillée près de moi et m'a pris les mains. « Oh, Sophie, pourquoi est-ce que tu n'es pas venue en parler? J'aurais pu t'aider. Nous aurions tout pu t'aider. Pourquoi est-ce que tu choisis toujours le chemin le plus ardu? » Minnie, ai-je reniflé, je ne sais plus quoi y faire. J'ai repensé des milliers de fois et je n'ai pas trouvé la solution. Ignorer cette grossesse n'est de toute façon pas la bonne solution. Aspiré, Minnie, exaspérée. C'est facile pour toi, ai-je dit avec colère. Ce n'est pas toi qui es enceinte. Tu dois en parler à maman. Je me suis éloigné de Minnie. Tu es folle? Sophie, elle va de toute façon finir par s'en apercevoir. Même si tu arrives à cacher ton ventre pendant toute ta grossesse, comment comptes-tu faire avec le bébé? Je ne sais pas, j'ai trop peur pour y réfléchir. Tu devrais pourtant commencer à y penser.
Minnie, promets-moi que tu n'en parles à personne, ai-je supplié. Mais Sophie, s'il te plaît, promets-le-moi. J'en parlerai à maman, mais je vais choisir le moment et la manière dont je le ferai. D'accord, assurait Minnie, mais si tu gardes trop, je risque de changer d'avis. J'ai serré ses mains dans les miennes avec reconnaissance. Je venais de gagner quelques jours, quelques semaines même. Est-ce que tu veux me parler de tes ravisseurs? J'ai secoué la tête. La père de ton enfant est l'un d'entre eux, n'est-ce pas? Je n'ai même pas répondu. Minnie s'est redressée. Si tu veux parler, ma chambre est juste à côté de la tienne. D'accord, merci. Minnie avait à peine refermé la porte de ma chambre quand je me suis jeté sur le lit en larmes. Tous mes projets étaient réduits en néant. Tous mes rêves d'avenir étaient transformés en bébé. Callum. Toi, Callum, qu'est-ce que tu ferais si possédais tout l'or du monde? Gordy n'avait pas su lire sur mon visage que je pensais de cette discussion. Allez, m'a-t-elle taquiné. C'est juste pour se marrer un peu. 4 mois étaient passés après l'enlèvement. Je travaillais comme mécanicien dans un garage à 300 km de chez moi, dans un village au nom de Sturham. Nous étions en décembre, le ciel s'obscurait déjà. Sans atelier, le chauffage était poussé à fond, mais on avait super froid. Le travail était abrutissant. Ce n'était pas plus mal. Le type avec qui je bossais était plutôt sympa. Gordy était un nihil qui réparait des voitures depuis l'âge de 13 ans. Il en avait maintenant 57. Rien n'avait jamais changé dans sa vie. Le lendemain ressemblerait à la veille et ainsi de suite jusqu'à sa mort. Quand je le regardais, je voyais mes oncles et le vieux Tony et même mon père, jusqu'à la mort de Lynette. Quand je le regardais, j'avais peur de me voir, moi, dans 10, 20, 30 ans. Rob avait 2 ans de plus que moi. Il aimait refaire le monde avec la parlotte. Il se plaignait sans arrêt. Je ne travaillais avec lui que depuis 3 semaines et j'avais été à plusieurs reprises obligé de serrer les poings au fond de mes poches et d'aller aux toilettes pour me calmer pour ne pas lui casser la figure. Alors, t'as pas de rêve? Tu te crois toujours trop bien pour te partager avec nous? Elle continue de plaisanter Gordy. Je me suis forcé à sourire. Ça ne m'intéresse pas de rêver un truc que j'aurais jamais. On ne sait jamais, a bêtement répliqué Rob. Alors, insistait Gordy, tu ferais quoi? Je construirais une fusée, je quitterais cette planète, j'irais vivre sur la Lune ou n'importe où d'ailleurs qu'ici. Si j'aurais tout l'or du monde, t'aurais pas besoin de te barrer sur la Lune, a reparti Rob. Tu pourrais faire tout ce que tu veux ici. Tu sais comment on appelle un nihil avec plein d'argent? Ai-je demandé avec un sourire. Rob et Gordy en secouaient la tête. Un primat. Ils n'ont pas ri. De toute façon, cette blague n'était pas censée être drôle. Ce serait pas pareil si on avait plein de thunes, a repris Rob borné. Je sais, ça y parvenir de dissimuler mon irritation et mon mépris. Il faut plus d'argent, Rob. Il faut la détermination et du sacrifice et... Rob et Gordy me regardaient comme j'avais pété un plomb. Je me suis tué. Laissez tomber, ai-je lâché. Ouais, on devrait t'appeler le penseur, a dit Gordy. Ou mieux, le grand penseur. T'as pas intérêt, l'ai-je prévenu. On viendrait te demander de l'aide. Tu nous guideras sur les chemins de la sagesse. Gordy s'est penché en avant, les mains jointes comme en prière. Ô grand penseur, partage avec nous tes pensées mythiques et fais-nous profiter de la lumière. Et vous, a crié Snakeskin en passant la tête par la porte de son bureau. Si le job vous plaît pas, il y a des tas qui attendent dehors. Sans un mot, nous nous sommes remis au travail. Nous avons chaud les épaules rentrées quand le patron retourne au show. Quel connard, a lancé Rob. Il y a un paquet comme lui, ai-je respiré. Amen, accusé Gordy. J'aimerais savoir comment a commencé Rob. Chut, je lui ai fait un geste. Une nouvelle à la radio avait attiré mon attention. J'ai monté le volume. A refusé de confirmer ou d'infirmer que sa fille Perséphone Adley est enceinte depuis plus d'1 mois. C'est-à-dire depuis son enlèvement. Nous ne pouvons qu'imaginer que ce que la pauvre fille a subi de ses agresseurs nihil. Perséphone elle-même refuse de parler des journées terrifiantes qu'elle a passées entre les mains de ces hommes, tant que le souvenir doit être douloureux. « Hey! » Gordy me regardait, les yeux écarquillés. Je me suis demandé pourquoi jusqu'au moment où j'ai vu le poste de radio. En 1000 morceaux par terre, je l'avais jeté contre la mur. « Faut que je parte d'ici. » Je me suis dirigé vers la sortie. « Hey, Callum, qu'est-ce que tu fais? Faut que je parte. »« Hey, sûrement pas, » m'a rappelé Snakeskin. « T'as qu'à croire. Si tu franchis cette porte, c'est pas la peine de revenir. » Je me suis même pas retourné. Sophie. Maman était assise sur le canapé de salon. Papa faisait les 100 pas devant moi. Je regardais Minnie.
Merci d'avoir tenu ta promesse. Elle a au moins pris la peine de détourner le regard. J'aurais dû me douter qu'elle ne sera pas capable de tenir sa langue. Certains secrets sont trop brûlants. Et puis elle en profitait en main pour me faire payer toutes ces années où je l'avais appelée Minnie au lieu de Minerva. Elle ne s'était manifestement pas contentée de tout raconter à papa et maman. Elle avait confié son scoop à quelqu'un qui l'avait dit à quelqu'un d'autre, etc. Inévitablement, la presse avait fini par tomber sur l'info. Peut-être que ce que Minnie voulait depuis le début, je ne lui pardonnerai jamais. Nous devons régler ce problème au plus vite, a déclaré papa. C'est le mieux pour toi, ma chérie, a renchéri maman en me tapotant le dessus de la main. Nous avons réservé un plan dans une clinique demain, a continué papa. Demain soir, ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Tu ne seras plus enceinte et nous pourrons laisser cette histoire derrière nous. Je sais que c'est dur, ma chérie, accusait maman. Mais c'est ça qu'il y a de mieux à faire. Vous voulez que je me fasse avorter? Tu ne veux pas quand même le garder? S'est exclamé maman. L'enfant d'un de tes ravisseurs, un bâtard de néant. Bien sûr qu'elle ne veut pas le garder, est brusquement intervenu papa. Il s'est tourné vers moi. Tu aurais dû nous en parler plus tôt, ma princesse. Nous t'aurions dit comment il convenait d'agir. Nous aurions résolu le problème plus rapidement et évité toutes ces rumeurs. Je t'emmènerai moi-même à la clinique, ajoutait maman en souriant. Nous t'accompagnons tous les deux, affirmait papa. À cette heure-ci demain, tout sera terminé. Nous pourrons oublier cette sale histoire, a repris maman. C'est normal que tu aies du mal à réfléchir et à prendre des décisions en ce moment, a lancé papa. Papa et maman, enfin d'accord, j'avais réussi ce miracle. Je n'arrivais même plus à les distinguer l'un de l'autre. Nous sommes avec toi, ma chérie, a dit papa. Et quand tu seras terminé, nous partirons en vacances tous ensemble. Tu pourras enfin te ressourcer et repartir du bon pied. Repartir du bon pied, laisser toute cette histoire derrière moi. Il croyait tellement à ce qu'il disait. Une petite opération et hop, tout sera oublié. Mon père était un étranger, elle ne le connaissait pas, et ça me rendait même pas triste. Je vais pas aller à la clinique demain, ai-je prononcé. Lentement. Tu ne seras pas seul, nous restons avec. Mais vous iriez seul, parce que moi, je ne mettrai pas les pieds dans cette clinique. Pardon? Papa me fixait sans comprendre. Je veux garder mon bébé. Ne sois pas ridicule. Papa ne criait pas, il ne semblait pas me croire. Je veux garder mon bébé, ai-je répété. Bien sûr que non. C'est mon corps et c'est mon bébé. Pire Stéphane, sois raisonnable. Tu n'as que 18 ans. Comment auras-tu gardé cet enfant? Tout le monde saura comment il a été conçu. On te montrera du doigt et tu ne provoqueras que la pitié. C'est ça que tu veux? Décidément, papa ne me connaissait vraiment pas. Je le garde. Je changerai d'envie demain. Non, je le garde. Quel homme! J'avais parcouru tout le chemin pour arriver sur la côte. J'ai téléphoné à Sophie utilisant notre code secret. Je ne savais pas si elle était chez elle, mais je devais tout tenter. J'avais besoin de la voir. J'avais besoin de savoir. Il m'avait fallu une journée entière pour le trajet. J'avais dû attendre la nuit pour aller de ma cachette sur la plage à la Rosary, sous la fenêtre de Sophie. C'était l'attente la plus longue, la plus éprouvante de ma vie. J'étais si près d'elle. Mais peut-être refuserait-elle de me parler. Un monde fait de toutes et de peur se dressait entre nous. Je savais pertinemment que m'approcher de chez elle était l'acte le plus stupide que j'avais décidé de ma vie. Et pourtant, rien ne m'aurait empêché de la voir là. Je devais la voir. J'allais la voir. Sophie, il est là. Je n'ai pas besoin de regarder par la fenêtre pour en être sûr. Il est caché dans la rosarie sur la fenêtre. Je le sens, mon cœur tremble, ma bouche est sèche et mon ventre se contracte. Que devais-je faire? Que ferais-je s'il me tenait le même discours que papa et maman? Va le voir, Sophie. Tu dois bien ça. Tu lui dois bien ça. Va le voir. Quel homme. La roseraie était maintenant sous serre, une immense serre. J'avais réussi à éviter le garde qui se tenait à l'entrée. Une fois à l'intérieur, le parfum des roses m'avait presque étourdi. Les rosiers avaient pris beaucoup d'ampleur depuis que j'étais venu la dernière fois. C'était il y a si longtemps. Les arches étaient couvertes de fleurs. Dans l'obscurité, je ne distinguais pas toutes les couleurs. Était-elle chez elle? Viendrait-elle? Quel homme! C'était qu'un murmure, presque imperceptible. Mon cœur semblait vouloir s'échapper de ma cage thoracique. Mes paumes étaient moites. Elle se tenait à moins d'1 mètre de moi. Comment avait-elle réussi à s'approcher si près sans que je l'entende? J'avais tellement plongé dans le passé. Le revoir était comme recevoir un rayon de soleil en plein hiver. Elle portait une robe noire, peut-être bleue. Elle avait coupé ses cheveux. Mais ses yeux n'avaient pas changé. Ben oui, je sais pas bien qu'on peut pas changer ses yeux, tu sais. J'ai ouvert la bouche, mais les mots sont restés au fond de ma gorge. Je devais ressembler à un poisson hors de l'eau.
Tu n'auras pas dû venir, a murmuré Sophie sans me lâcher les yeux. Tu prends des risques? Je devais venir. Ma voix était rauque. J'avais moi-même peine à la reconnaître. Je devais venir, ai-je répété. Est-ce que c'est vrai? Oui. Nous nous sommes regardés et puis elle s'est approchée. Je l'ai prise par la taille et elle a posé sa tête sur mon épaule. Je l'ai serrée contre moi. Elle était enceinte. Elle portait notre bébé. J'ai été émerveillé. J'ai levé son visage vers le mien. Je l'ai embrassé. Elle s'est serrée. Oh non, sérieux. Elle s'est serrée contre moi plus fort. Nos langues dansaient. La glace qui emprisonnait mon cœur éclatait en 1000 morceaux. Nous partagions un monde d'espoir, de regrets, de plaisir et de douleur. Dans ce baiser, nos bouches ne se sont séparées que lorsque nous avons manqué de souffle. Nous étions étourdis. Je me suis écarté tout doucement pour poser ma main sur son ventre. Sa main s'est posée sur la mienne. Son ventre est à peine arrondi, mais dès que je l'ai touché, j'ai senti comme une décharge électrique. Comme si mon enfant essayait de me parler. Sophie portait notre enfant. J'ai regardé Sophie, mais je ne la voyais pas à travers mes larmes. Si c'est un garçon, a-t-elle chuchoté, je l'appellerai Ryan, comme ton père. Et si c'est une fille, appelle-la Rose, ai-je dit en regardant autour de moi. Kelly Rose? Non. Si. Nous avons éclaté de rire. Tout ça était si étrange. Je savais que Sophie ne se laissera pas convaincre pour le prénom. Bon, d'accord, va pour Kelly Rose. Sophie s'est collée à moi. J'ai cru que je te reverrais jamais. Sophie, je voudrais te poser une question à propos de cette nuit-là. Quoi? Pourquoi tu pleurais? Sophie a reculé, a baissé les yeux. Ne me demande pas ça. Je t'ai fait mal, Sophie, si c'est le cas, Non, tu m'as pas fait mal, tu le sais bien. Alors, pourquoi? J'ai d'abord cru qu'elle ne répondrait pas, et puis... Quand nous avons fait l'amour, j'ai su que je t'aimais plus que tout le monde, que je t'avais toujours aimé, que je t'aimerais toujours. Mais j'ai aussi compris que tu me répétais depuis toutes ces années, tu es nihil, je suis un primaire, nous ne pourrons jamais vivre ensemble. Personne ne nous laissera jamais vivre en paix. Même si nous avions fui comme je désirais, ça n'aurait pas marché d'un an ou deux. Un jour ou l'autre, les gens auraient trouvé un moyen de nous séparer. C'est pour ça que je pleurais. C'est pour ça que je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Pour tout ce que nous aurions pu vivre et que nous vivrons jamais, je comprends. La même douleur m'avait transpercé le cœur toute ma vie. Quand tu as dit « Sophie, s'interromps-tu gênée? » Quand tu as dit que tu m'aimais, c'était vrai? Dis-moi la vérité, ce n'est pas grave, ce n'était pas vrai, enfin, si... J'ai tendu ses mains dans les miennes. Notre amour était comme une avalanche qui allait tout dévaster sur son passage. Et au lieu de nous éloigner, nous courions devant. Sortons d'ici, ai-je souri. Partons, essayons d'être ensemble, même si ça ne dure pas longtemps. Nous n'avons qu'à essayer. Des lumières aveuglantes se sont allumées les unes après les autres. Callum, cours, cours! J'ai mis une main au-dessus de mes yeux, mais je ne voyais rien, puis j'ai senti un choc derrière la tête et tout est devenu noir. Sophie. Je suis sûr que les ravisseurs essaieraient une fois de s'en prendre à toi. C'est pourquoi j'ai fait installer le système de sécurité pendant que tu étais à l'hôpital. Vous n'avez pas arrêté la bonne personne, ai-je hurlé. Callum n'a rien fait. Mais personne ne m'écoutait. J'avais supplié les policiers de ne pas l'arrêter, de ne pas l'emmener. Mais il m'avait ignoré. Je lui avais essayé de m'accrocher à Callum, de le retenir, mais papa m'avait entraîné dans la maison en m'ordonnant de cesser de me donner du spectacle. Callum n'a rien fait. Nous étions juste en train de parler. J'avais arrêté de crier. Peut-être que si je parlais plus bas, papa m'écouterait. Tu m'as, a-t-il affirmé. Je sais par mes informations que Callum McGregor est un de tes ravisseurs. Alors, tu dois également savoir qu'il m'a sauvé la vie? Quand je me suis échappé d'un bois, Callum m'a retrouvé. Au lieu de prévenir les autres, il m'a indiqué comment m'en sortir. Il t'a violé, a fait un enfant. Oh, lâchez papa amèrement. Kamal, s'il te plaît, a gémi maman. Callum ne m'a pas violé, il n'a pas violé. Maman fronçait les sourcils. Mais il t'a forcément violé puisque tu es enceinte, a-t-elle lancé étourdiment. Vous ne comprenez rien, ai-je crié avec colère. Je suis enceinte parce que nous avons fait l'amour et c'était le moment le plus magique et le merveilleux de toute ma vie. Mon seul regret est de ne pas pouvoir recommencer. J'espère bien. Papa m'a giflé si fort que j'ai dû me rattraper au mur pour ne pas tomber. Maman voulait se précipiter à mon côté, mais papa l'a repoussé. La bombé le torse et m'a toissé avec une expression de mépris. Tu es plus ma fille. Tu n'es qu'une pute à néant. T'es le craché. Et je te préviens, tu vas aller dans cette clinique et tu vas te faire avorter. Tu ne causeras plus jamais de problème. Tu m'as bien entendu? Tu m'as bien entendu? Oui, j'ai été entendu. Je me suis frotté la joue sans me préoccuper de mes larmes. Papa a tourné les talons et, grand seigneur, il sortit de la pièce.
Ma maman regardait, dévorée par l'angoisse. « Oh, Sophie, Sophie! » a-t-elle murmuré. Puis elle est partie à son tour. J'étais seul. Et ce que j'étais à présent, ce que mon père avait dit, une pute à néant. J'ai enfoui mon visage dans mes mains et j'ai pleuré. Ok, avant-dernier chapitre. Quelque chose. Décision. Il me reste quoi, 20 pages? Même pas. 17. Quel homme, je suis allongé sur ma paillasse à la prison. On parlait toujours de moi dans les journaux, mais je n'avais plus l'honneur des premières pages. Et ce qu'il disait de moi était toujours aussi peu intéressant. Juste ces articles pour passer le temps, je n'avais pas grand-chose à faire. Pourtant, un article avait attiré mon attention. Une taupe dans la milice de libération. Certaines sources au sein même de la milice de libération nous informent que le mouvement suspecte un de leurs être un agent double infiltré par le gouvernement. Cette taupe sera un membre important pour le groupe. Notre informateur a souhaité préciser que la milice cessait toutes ses activités tant que la taupe n'aura pas été démasquée. Suite à la page 7. Bien joué, Jude, ai-je pensé. Je n'étais bien entendu pas sûr qu'il était responsable de cette indiscrétion. Il était peut-être déjà mort. Nous n'avions pas la possibilité d'avertir directement le général, mais il ne restait donc qu'à faire courir quelques rumeurs choisies. Je ne pouvais qu'espérer que le général confondrait Andrew Dorn avant qu'il ait le temps de disparaître. Sans laisser de traces, j'ai froissé le journal et je l'ai laissé tomber dans la corbeille près de mon lit. À quoi bon lire les infos? Ça n'était d'aucune utilité. J'ai pensé à Lynette. Je pensais souvent à elle ces derniers temps. Elle avait toujours été là pour moi. Elle avait rendu notre maison vivable chaque fois que j'avais été sur le point de craquer. Elle avait su me sourire et me rasséréner. Quand elle s'était suicidée, je l'avais accusée de lâcheté. Je l'avais détestée pour m'avoir abandonné. Je ne pensais qu'à moi. À présent, je pensais à tout ce qu'elle avait traversé. Mes souffrances à moi avaient fini par m'ôter de toute humanité. Attaque avant contre-attaque, telle était la devise que je m'avais choisie. Lynette avait trouvé une meilleure solution. Elle disparaît jusqu'à être prête à réapparaître. Mais elle avait réapparu trop tôt avant d'être prête. C'est pour ça qu'elle était morte. Elle était revenue de son monde imaginaire trop tôt. Cal, une visite, m'a prévenu Jacques. Une visite? Jacques a accusé le visage sombre. Jack était un gardien primaire. En peu de temps, nous étions devenus amis. Je dirais même bons amis, ce qui était formellement interdit par le règlement interne de la prison. Mais Jack s'en fichait. Moi, je ne pouvais qu'en faire autant. À l'expression de son visage, la visite allait être plutôt désagréable. Je n'arrivais pas à deviner ce qui pouvait s'agir. Je n'avais eu le droit à aucune visite depuis le début de mon incarcération. J'étais pour le moins curieux. Homme ou femme, ai-je demandé? Homme. Je suppose que je suis obligé de le voir. Tu supposes bien. Je prends mon t-shirt et je suis... Te dérange pas, m'interrompit Jack. Il a tenu à te rencontrer dans ta cellule. Ici? Ouais. J'ai quand même enflé mon t-shirt. Les cellules étaient de véritables fours toute la journée. Et même si nous avions en théorie pas le droit de nous déshabiller, les gardiens fermaient les yeux quand nous nous mettions torse nu. Je gardais mon t-shirt jusqu'à temps qu'il me colle à la peau comme du film plastique. Des pas ont résonné dans le couloir. Les pas d'un homme de poids. Les pas d'un homme déterminé. Qu'elle est apparue devant mes barreaux. Je suis resté bouche bée. C'est bien la dernière personne que je m'attendais à croiser ici. Kamal Adley. Il est entré dans la cellule. Jackie reste à l'extérieur. Le père de ses filles portait un costume très distingué, gris foncé, une chemise bleue roi avec une cravate assortie. Ses chaussures noires étaient si bien cirées que j'aurais pu me voir dedans. Vous pouvez nous laisser, a ordonné Adley à Jack sans me quitter les yeux. Mais, a protesté Jack, Adley s'est tourné vers lui. Jack s'est éloigné. Je me suis dit que c'était une occasion en or pour frapper le père de ses filles en plein visage. Ensuite, j'aurais pu me tenter de m'échapper. Mais je ne serais pas allé à loin. Je pouvais toujours cogner Adley, juste pour le plaisir, c'était tentant. Je suppose que tu devines pourquoi je suis là. A-t-elle commencé? En fait, non. Du coup, je n'ai pas répondu. Je suis venu te proposer un marché. Quel genre? Si tu agis comme je te le demanderais, je m'assurerai que tu ne sois pas pendu. Tu as commandé une peine de prison en perpétuité et je ferai en sorte que tu sois libéré au bout de 8 ou 10 ans. Tu seras encore jeune et il sera temps de refaire ta vie. J'étudiais son visage pendant qu'il parlait. Il lui en coûterait d'être là et de me demander une faveur. J'ai souri intérieurement. Je possédais quelque chose qu'il désirait intensement, mais quoi?
Et que devrais-je accomplir en échange de cette générosité? Je veux que tu reconnaisses publiquement que tu as enlevé et violé ma fille. Je veux que tu reconnaisses tes crimes spontanément. Pourquoi? Adley a hésité avant de répondre. J'ai attendu, j'avais la vie devant moi. Je n'avais pas de rendez-vous. Ma fille ne sera pas capable de mettre un point final à toute cette affaire, de recommencer sa vie si tu n'en fais pas autant. A-t-elle lâché? Elle a l'impression de devoir quelque chose parce que tu as la sauver la vie dans les bois. Si elle apprend que tu n'en meurs pas, elle sera ravie de se débarrasser du bébé. Un bébé qu'elle n'a jamais désiré, un bébé qu'elle ne désire toujours pas. Chacun de ces mots était mûrement réfléchi, durement pesé pour causer le plus de souffrance possible. Et ça marchait. Je me suis laissé tomber sur ma paillasse. J'ai levé les entrailles nouées. Et il savait. C'est elle qui vous a dit tout ça? Oui. Je ne le croyais pas. Du moins, non. Il mentait, mais c'était vrai. Ma vie ou mon enfant? Est-ce que ces filles avaient décidé de le garder parce qu'elles se sentaient redevables vis-à-vis de moi? Je ne pouvais pas le croire. Je ne savais plus croire. Ma vie ou mon enfant? Est-ce que c'est l'idée que Sophie et moi avons un général ensemble qui vous révulse ou les enfants métis en général? Ai-je demandé. On n'est pas là pour discuter de mes opinions. Adler a repoussé ma question d'un revers de la main. Quelle est ta réponse? Ma vie ou mon bébé? Sophie, que devrais-je faire? Que ferais-tu? J'ai besoin d'y réfléchir. Je veux ta réponse immédiatement. Je me suis levé lentement. Alors? Il était temps de choisir la vie ou la mort. J'ai regardé Adley droit dans les yeux et je lui ai fait connaître ma réponse. Je sais qu'elle m'a condamné aux enfers, mais c'était le bon choix. Sophie. Papa a fait irruption dans ma chambre sans frapper. Il était près de minuit, mais je ne dormais pas. Je n'arrivais à me rappeler quand j'avais passé une bonne nuit pour la dernière fois. J'étais assise à mon bureau et j'écrivais dans mon journal. J'ai fermé mon cahier et j'ai tourné ma chaise. Nous n'avions pas échangé un mot depuis qu'elle m'avait giflé. Elle s'est assise sur le bord de mon lit. Elle avait l'air épuisée. Je te tournerai pas autour du pot, Perséphone. Quel homme va être pendu pour ce qu'il t'a fait? J'ai encaissé en silence. Tu es la seule qui peut empêcher ça. Elle continue, papa. Chaque cellule de son corps est en alerte. J'ai attendu qu'il poursuive. Il est en mon pouvoir de le garder la vie sauve. Il écopera un long emprisonnement, mais il s'en sortira. Il y avait forcément un prix à tout cela. J'ai tenu ma langue, je voulais en savoir plus. Tout ce que tu as à faire, c'est à te faire avorter. On aurait dit qu'il a demandé de choisir entre manger des légumes ou aller au lit. Pourquoi? Ai-je murmuré. Pourquoi? Explosait papa. Parce que tu es trop jeune pour avoir un enfant, parce que c'est un enfant que tu as pas désiré. Je t'ai déjà dit qu'Alom m'avait pas violé, mais tu n'avais pas prévu de tomber enceinte, il me semble. De toute façon, c'est trop tard pour un avortement. Il existe des moyens, des médicaments qui te donneront des contractions. Ce sera relativement sans douleur pour toi. Immortel pour le bébé. Et si je refuse, tu me kidnappes et tu me fais avorter de force? Papa secouait la tête. Je sais que nous ne sommes pas proches, toi et moi, et je reconnais que c'est ma faute, mais jamais je ferai une chose pareille. Il semblait terriblement blessé par ce que je venais de suggérer, et il a eu honte malgré moi. Ce que tu me demandes, c'est pas très différent, ai-je crié. Tu n'utilises pas la force, mais le chantage. La vie de Callum compte celle de mon enfant. Tu essaies de me forcer à prendre ta décision. Papa s'est levé. La vie de ce garçon est entre tes mains. Je sais que tu feras le bon choix. Sur ces mots, il est sorti. J'ai remis mon journal dans un tiroir que j'ai refermé à clé. Je me suis levé. J'aurais aimé que mon cerveau s'arrête. Je ne voulais pas décider, mais ça ne marchait pas de cette façon. Si je me faisais avorter, je sauvais Callum. Il ne passerait pas le reste de sa vie en prison. À chaque seconde de mon existence, je m'emploierais à le faire sortir. Ensuite, nous pourrions enfin être ensemble. Nous pourrions faire d'autres enfants. La chance d'un avenir se présentait à nous. Mais serions-nous capables de vivre avec cet enfant mort entre nous? Le fantôme de cet enfant ne risquait-il pas de nous séparer? La vie de Callum ou mon bébé? Je devais choisir. Oh Callum, que devrais-je faire? Que ferais-tu? Et soudain, j'ai eu ma réponse. Je n'avais pas réellement le choix. J'allais pouvoir prévenir papa. Que Dieu me vienne en aide. J'étais sûr de moi. Dernier chapitre, section Whatever. La fin de l'espoir. Let's go. 7 pages. Callum. Jack, tu n'es pas au jeu. Jack jette ses cartes sur la table. Je n'ai plus envie de jouer. Je croyais que c'était toi le caractérial de nous deux. Désolé. Je ramasse les cartes. Pauvre Jack, c'était presque aussi difficile pour lui que pour moi. Presque.
C'est lui qui me tient au courant de tout ce qui se passe à l'extérieur depuis mon jugement d'opérette. Steffi a pris parole en public pour déclarer que je ne l'avais pas violée, que je ne méritais pas d'être pendue. Elle a clamé partout où elle le pouvait que les autorités refusaient de recevoir son témoignage en ma saveur. Et apparemment, quelques journaux nationaux commençaient à discuter de ma condamnation. J'espère que pour une fois, Kamal Adley ne sortira pas blanc comme neige de cette histoire. Dans un journal spécialisé, un éminent psychiatre a amené que Steffi était une victime de syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'elle s'est prise d'une sympathie déplacée pour ses bourreaux, un blabla psychanalytique qui prétendait examiner à la loupe les rapports ambigus entre ravisseurs et victimes. Et en ce qui concernait Steffi, c'était un tissu de bêtises. Si j'avais pu lui parler, j'aurais lui demandé de ne pas chercher à me défendre. Personne au monde n'aurait pu décider les juges à revenir sur leur décision. La raison en est simple. Je suis un nihil qui a osé tomber amoureux d'une prima. Et pire, qui avait fait l'amour avec elle. Et encore pire, qu'il lui avait fait un enfant. Elle ne semblait pas en avoir honte. Pauvre Steffi, elle n'avait jamais été capable de voir qu'elle menait des batailles perdues d'avance. Je savais que je serais pendu avant même que les jurés prêtent serment. Et aujourd'hui est mon dernier jour sur Terre et je ne veux pas mourir. Il est quelle heure, Jack? 6h moins 10. Encore 10 minutes, je le sens pour une petite partie de remis. Quel homme. Je jette les cartes. Ok, j'ai compris. Moi non plus, je n'ai pas envie de jouer de toute façon. Les secondes s'égrègnent. Je ne veux pas passer les 10 dernières minutes de ma vie dans le silence. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment serait le monde si nos positions étaient inverses? Jack hausse un sourcil interrogatif. J'explique. Que se passerait-il si les Blancs avaient le pouvoir à votre place? Mon ami hoche la tête. Je n'y ai jamais réfléchi. Je soupire. Moi aussi. Souvent, j'ai rêvé de vivre dans un monde sans discrimination, sans préjugés, où la police était juste, où la justice équitable, le système égalitaire. Eh ben, c'est une thèse ou un conte de fées, demande Jack sèchement. Comme je te l'ai dit, j'ai souvent pensé. Je ne crois pas à cette société que tu parles, Callum. Les gens sont qu'ils sont. Que ce soit les primats ou les nihils qui dirigent le monde, elle ne changera pas. C'est ça que tu penses? Jack secoue la tête. Tu ne crois pas que ça va de mieux en mieux qu'un jour le monde tournera rond? Quand? Ça peut prendre du temps. Mais quand tu crois que ça arrivera? Oui, je crois. Mais à ce moment, je serai mort depuis longtemps. Un long silence s'installe entre nous. J'ouvre la bouche, mais Jack parle avant moi. Ta copine, Perséphone Adley, laisse de venir te voir plusieurs fois. M'annonce-t-elle d'une voix douce. Mais les décisions du gouvernement interdisent que tu reçoives la moindre visite. J'encaisse la nouvelle avec un point de regret. Jack, est-ce que je peux te demander un service? Tout ce que tu veux. Ça pourrait te créer des ennuis. Ma vie monotone a besoin d'un peu de piment. Je souris avec gratitude. Peux-tu essayer de faire passer une lettre à Sophie? Perséphone Adley? Oui? D'accord. Jack prend l'enveloppe que je lui tends. Je sors le poignet. Tu dois lui remettre en moins propre. C'est promis. Je le lâche et je le regarde glisser l'enveloppe dans sa poche. J'appuie mon dos contre le mur frais. J'ai encore tant à accomplir, tant à découvrir. J'aurais aimé revoir maman, juste pour lui dire à quel point j'étais désolé. Dieu seul sait combien d'épreuves qu'elle a traversées. Son mari est mort, meurtre au suicide au choix. Sa fille est morte dans un accident. Son plus jeune fils va être pendu à cause de sa bêtise. Son fils aîné a disparu et est recherché mort ou vif. Pauvre maman, elle n'a pas mérité ça. Mes pensées vagabondent à présent. Où est Jude? Il me manque. J'aimerais savoir s'il va bien. Est-il en sécurité quelque part ou en prison lui aussi? A-t-il repris contact avec Morgan? A-t-il trouvé un moyen pour démasquer Andrew Dorn? Un article dans le journal, ça n'était pas suffisant. Dorn devait payer pour tout ce qu'il avait fait. Jude trouverait-il un moyen? Je ne le saurais jamais. Et sa fille, que pense-t-elle de moi maintenant? A-t-elle gardé notre enfant? Je suis sûr que son père et sa mère ont tout fait pour la convaincre de s'en débarrasser. Peut-être que c'était déjà fait. Ce dernier moment que nous avons passé là en Rosarie était si court. J'avais tant de choses à lui dire, tant de choses que je devoir taire à jamais. Si seulement je pouvais l'avoir une dernière fois, rien de tout ça n'aurait été inutile. La serrure de la porte de sécurité clique. Quête. Jack se lève brusquement et reprend son poste devant ma cellule. Nous y sommes. J'enfile mon t-shirt, des gouttes de sueur roulent sur ma peau. Je ne veux pas mourir. Le directeur Giustini me demande d'un air sombre. Avez-vous une dernière volonté? Qu'on me finisse rapidement. Ma voix tremble, je ne dois pas craquer. Mon Dieu, si vous existez, empêchez-moi de m'effondrer. Je ne prononcerai plus un mot. Ne leur montre pas à quel point tu es terrifié, Callum. Ne leur montre pas que tu meurs d'envie
de tomber à genoux et de leur supplier de te laisser la vie. Ne leur montre pas. Mets tes mains dans ton dos, me demande Jack. Je le regarde, c'est étrange. Ses yeux sont brillants. J'essaie de le réconforter d'un bref sourire, en remerciement de sa compassion. Puis je me retourne, les mains dans le dos, pour qu'il me passe ses menottes. Désirez-vous un prêtre ou un autre conseil spirituel? Me demande Giustini. Je secoue la tête. Je ne croyais pas en Dieu de mon vivant, alors il me semble hypocrite de réclamer de l'aide de ce côté maintenant. De mon vivant. Je ne suis pas encore mort, pas encore. Chaque seconde compte. J'ai encore un peu de temps. Je peux garder espoir jusqu'à la fin. Les miracles, ça existe. Giustini ouvre plus grand la porte de ma cellule et sort. Je le suis. Nous sommes accompagnés de 2 gardiens que je n'ai encore vus. Jack marche à mes côtés. Tu t'en sors super bien, me murmure-t-il. Sois fort, ça ne sera pas plus long maintenant. Nous remontons l'interminable couloir. Je n'avais jamais pris cette direction. Les rayons de soleil matinal traversent les fenêtres et dansent devant moi. Les grains de poussière s'agitent en tous sens. Qui aurait pu croire que de la poussière peut être aussi jolie? Je marche le plus lentement possible. Je me répète à chaque image, de chaque son, pour que chaque instant dure une éternité. Bonne chance, Callum. Crache-leur à la gueule, Callum. Au revoir, Cal. Des prisonniers crient sur mon passage. J'ai envie de me tourner vers eux, d'observer leur visage, mais ça me prendrait trop de temps. Et le temps est ce qui me manque le plus. Je garde les yeux fixés devant moi. Au bout du couloir, une porte à 2 battants est ouverte. C'est une journée idéale. Nous sortons. Je m'arrête brusquement. Des visages. Une mer de visages devant moi, encore plus que le jour d'exécution de mon père. Des primaires qui sont venus assister au spectacle. Mais j'ai le soleil en face et je suis obligé de plisser les yeux. Et puis l'échafaud se dresse devant moi. Le nœud coulant se balance doucement dans la brise matinale. Ne regarde pas cette corde. J'ai envie de pleurer. Mon Dieu, ne me laisse pas pleurer. Mon Dieu, ne me laisse pas mourir. Giustine et les gardiens se placent de chaque côté de l'échafaud. Jack me mène devant les marches. Il monte. Je monte. Il suit. Pardonne-moi, Callum, murmure-t-il. Je me tourne vers lui. Ne sois pas idiot, Jack. Tu n'as rien fait. Toi non plus, repartit Jack. Je lui souris. Merci pour ça. Nous sommes en haut de l'échafaud à présent. La corde est à 2 pas. Dessous, il y a une trappe. Je jette un œil vers le directeur. À côté de lui, un nihil aux cheveux blonds vêtu d'un costume noir repose sa main sur un levier. Le levier qui actionne la trappe. Je ne veux pas mourir. Il y a toujours du temps. Encore de l'espoir. J'examine chaque visage dans la foule, mais je ne la vois pas. Seulement, je peux la voir une dernière fois. Où est-elle? Est-elle venue? Sophie et mon enfant que je ne verrai jamais, que je ne serrai jamais contre moi, que je ne connaîtrai pas. Est-elle venue? Mon Dieu, s'il vous plaît. Je dois te mettre la cagoule maintenant, Callum, me provient Jack d'une voix douce. Je ne veux pas. Je n'en veux pas. Comment la retrouver avec une cagoule sur la tête? Tu n'as pas le choix. C'est le règlement. S'excuse Jack. Comment ça me passe la cagoule? Je le repousse. Je ne sais pas de fuir, je veux juste avoir. Une dernière fois, la cagoule me tombe sur le visage. Je ne vois plus rien. Jack me tire par le bras et m'approche de la corde. Mon Dieu, je s'en supplie, je veux pas mourir. Sophie. Je pleure. À présent, je suis content d'avoir la cagoule. Callum, je t'aime. Attendez. Je t'aime, Callum, et notre enfant t'aimera aussi. Je t'aime, Callum, je t'aimerai toujours. La corde est autour de mon cou, mais je l'entends. Elle est là, elle est venue. Je t'aime, Callum. Ah! Merci, mon Dieu, merci. Je t'aime aussi, Sophie. Est-ce qu'elle m'entend? Je t'aime, Sophie. Attendez, s'il vous plaît, attendez encore un instant. Je t'aime, Callum. Sophie, je t'aime. Merci, les Oscars s'en vont à moi. Sophie, la trappe s'est ouverte. Je crie de toutes mes forces. Je t'aime, Callum. Il tombe comme une pierre. Les mots meurent sur mes lèvres. Puis un bris sur le grincement de la corde qui frotte contre la potence. Le balancement de Callum. M'a-t-il entendu? Je ne le sais pas. Oui, il l'a sûrement entendu. A-t-il crié qu'il m'aimait? Mon imagination va-t-elle jouer des tours? Je ne suis sûr de rien. Je ne sais pas. Mon Dieu, faites qu'il m'ait entendu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous existez, quelque part. Carnet rose. À minuit, ce 14 mai, à l'hôpital public de la Pitié, est né un merveilleux bébé, fille de Perséphone Adley et Callum McGregor, décédé. Son nom est Kelly Rose. Perséphone Adley précise que l'enfant portera le nom de son père, McGregor.
Yeah, et le livre est fini. Reste-tu d'autres livres cette année? Non, let's go! Plus de livres audio. What's up, bruh? Ok, là, j'ai une présentation à faire en français que j'ai pas commencé. Laissez un like sur la vidéo et abonnez-vous. Je pense, genre, juste 7% du monde qui écoutait mes vidéos sont abonnés. Fait que je suis sérieux quand j'ai abonnez-vous. Merci d'avoir écouté le livre audio. Vous êtes des bonnes personnes. J'espère que vous aurez une bonne note. Putain.